One small step for man, one giant leap for mankind. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque année, on rejette 6,5 milliards de déchets plastiques, 6,5 milliards de kilos de déchets plastiques dans les mers? Durant la période de ma présentation, 171 millions de tonnes d'eau polluée seront rejetées dans les océans. Et pendant cette même présentation, 135 personnes mourront dues à une eau de mauvaise qualité. Est-ce que ça ne vous choque pas? Ben moi, en tant que biologiste, ça me révolte. Ça me révolte car on pensait qu'on ne peut pas laisser faire ça. Et comment, en 2015, on peut encore voir des comportements comme jeter son papier par la fenêtre d'une voiture? Comment on peut être aussi indifférent par rapport à l'impact qu'on a sur notre environnement? Eh bien, vous savez, parfois on se retrouve avec des amis dans un bar et on discute comme ça de choses qui nous révoltent, qui nous passionnent et pour lesquelles on se sent impuissant. Eh bien, c'est ce genre de discussion-là qui a amené 5 amis à parcourir le fleuve Saint-Laurent au Canada en kayak. 1400 km à la force des bras dans un but de sensibilisation à l'environnement. Je crois que ce qui a été le plus fou dans l'histoire, c'est que on n'avait jamais fait de kayak avant. On savait pas. Et on avait déjà annoncé notre aventure aux médias. Et personnellement, j'ai été 2 fois sur la Lesse, faire la descente de la Lesse, mais la Lesse, ça n'a rien à voir avec le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, c'est grand, c'est colossal, c'est immense. Les eaux s'étendent à perte de vue. Et voilà, le fleuve Saint-Laurent, non seulement est immense, mais il est varié d'un point de vue écologique, d'où son intérêt, son importance. Et juste pour vous le prouver, c'est l'endroit où viennent se nourrir les baleines durant l'été. Donc ces eaux sont vraiment riches, et pas seulement pour les animaux qui y vivent, mais également pour les hommes. Les hommes en tirent un grand profit d'un point de vue économique, mais aussi c'est un fleuve qui est ancré dans l'histoire et toute la tradition des loisirs et la culture de tous ces riverains. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi s'attaquer au fleuve Saint-Laurent? Pourquoi le Canada? Parce que je n'ai pas l'accent québécois quand je parle. Bien, à ce moment-là, j'y vivais. Je travaillais comme plongeur scientifique dans le fleuve. Chaque jour, je plongeais. Et avec mes compatriotes et tous mes camarades d'expédition, on va dire, mais on était chargés de l'interprétation de tout ce qui se passe d'un point de vue écologique, de la biologie du fleuve, euh, du fond marin également. Et on ne parlait pas que de la biologie et de l'écologie, on parlait également de la navigation qui peut être très difficile à cause des hauts fonds, des conditions climatiques très changeantes, et aussi de la construction des phares, un peu toute l'histoire. Bref, on était ancrés dans toute cette vie autour du fleuve, et on se retrouvait parfois le soir avec les collègues, et on discutait comme ça des anecdotes de la journée. Et ce soir-là, c'était vraiment à propos des enjeux environnementaux, et toutes les anecdotes tournaient autour de comment les gens arrivent à être aussi indifférents, aussi blasés du monde qui nous entoure. Et moi, mon anecdote ce jour-là, c'était une dame qui est arrivée dans le centre. Elle a fait très brièvement le petit tour du musée qu'on avait, et après elle est venue me voir. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Et moi, je lui dis d'un ton enthousiaste, vous savez, on a la chance aujourd'hui d'avoir une baleine bleue qui passe à 10 mètres au large de là où on se trouvait. Imaginez, la baleine bleue, c'est quand même l'animal le plus gros n'ayant jamais vécu sur Terre, plus gros que tous les dinosaures. Et juste un peu plus loin, un groupe de belugas. Les belugas sont des baleines blanches qui sont originaires, visibles généralement dans les eaux arctiques. Et on en voyait juste un groupe derrière la baleine bleue un peu plus loin. Donc c'est quand même pas une situation qu'on observe tous les jours. Imaginez ma tête quand cette dame m'a regardé d'un air blasé. Oh, une baleine, j'en ai vu une ce matin. Et puis elle est retournée au parking, pris sa voiture et elle est partie. C'est quelle distance on prend par rapport au monde quand on coche des observations comme ça et puis on continue notre voyage? Comment on ne peut pas prendre 5 minutes pour prendre justement un peu de plaisir et regarder quelque chose qui se passe devant nous? Et là on discutait, on s'est dit, mais allez, quoi, il faut faire quelque chose, il faut vraiment bouger les gens, mais comment on va faire? Il faut attirer l'attention sur notre but, notre cause. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se lancer un défi.
se lancer un défi, ça a été parcourir le fleuve en kayak. Alors, il a très vite fallu mettre tout en place, comme on l'avait annoncé dans les médias. Eh bien, on a dû rechercher, que ce soit du matériel, des financements pour faire cette expédition, et également créer un plan de communication très solide, car c'était vraiment notre objectif premier dans ce double objectif. Et donc, par là, on a vraiment essayé de partager un maximum via des photos et tout ça, mais beaucoup de projets parallèles, dont un que j'aimerais bien discuter un petit peu avec vous, c'est, comme l'a très bien dit Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte à nos enfants. C'est pour ça qu'on a voulu inclure des jeunes dans notre expédition, pas en kayak, mais ils nous ont suivis tout le long via des vidéoconférences, et on les a intégrés vraiment dès le début du projet dans toute la participation. Et on trouvait vraiment important qu'ils se sentent impliqués dans notre réussite, comme ça serait leur réussite à eux aussi. Et comment on a fait un exemple d'activité qu'on a réalisé avant l'expédition. C'est en général 9 jeunes sur 10 vont dire c'est pas bien de polluer, c'est pas bien de jeter son papier à terre, mais comment est-ce qu'il l'intègre dans le monde complexe dans lequel on vit? Comment est-ce qu'il peut savoir l'impact qu'il a en jetant son papier à terre? C'est très simple. On a pris les enfants et on est allé voir. On leur a dit, voilà, tu jettes ton papier à terre, et on a été là où toutes les canalisations du village se rejettent, et c'était au bord du fleuve, justement. On va sur la plage, et le regard des jeunes a vraiment changé. Ils se sont rendus compte de l'impact qu'on avait directement, car les autres canalisations dans cet endroit sont rejetées via juste un seul filtre, et c'est une grille avec des barreaux de 10 cm de long à peu près. Donc on voyait sur la plage des tampons usagés, des morceaux de plastique, un peu des traces d'hydrocarbures. Et ça a été d'autant plus choquant que, généralement, sur cette plage, on voit des pêcheurs de crevettes. Donc là, les jeunes, ils se disent, mais c'est fou ça, comment on peut faire pour changer les choses? Et là, il y a toute une réflexion qui s'est mise en place. Oui, on peut, par des gestes simples de la vie de tous les jours, on peut avoir un impact positif sur notre environnement. Donc on a été avec eux, essayer de, de comprendre les étiquettes sur les produits d'entretien ménager par exemple, et on a fait avec eux du savon écologique, savon dentifrice qu'on a utilisé durant toute notre expédition. Donc ainsi ils étaient vraiment impliqués dans tout notre périple. Donc on a dû commencer à pagayer, après tous ces préparatifs. Et pagayer, je vous dis qu'on a vraiment pagayé beaucoup. Avec une moyenne de 43 km par jour, on a été projeté au cœur d'un immense bassin hydrographique. On est parti de l'extrémité des Grands Lacs pour passer dans les zones les plus peuplées du Québec et finalement arriver dans le plus grand estuaire du monde. 703 000 coups de pagaie par personne, on a calculé. Alors ça n'a pas été facile tous les jours, vous pouvez me croire, et dès le début, dès les premiers jours, on a eu nos premiers obstacles. En fait, entre Kingston et Montréal, ils ont construit des grands barrages et des grosses écluses pour faire passer les gros paquebots. Bien entendu, en kayak, on ne peut pas passer là-dedans, donc il a fallu porter. Porter sur parfois des kilomètres aller-retour, les kayaks d'abord, puis tout le matériel. Donc ça a été assez pénible, et ça, couplé avec les conditions météo changeantes, la pluie, le vent, on allait assez lentement au début, 20-25 km, alors qu'on avait estimé 35 pour arriver à temps à Gaspé. Donc là, on commençait à douter, mais avec notre optimisme, on a pu profiter de chaque situation, et on s'est vraiment amélioré. On a même pu prendre du plaisir dans les conditions parfois un peu plus rock'n'roll. Mais je dois dire que ce qui nous a fait vraiment tenir et qui nous a gardé motivés tout le long de ce périple, c'est le soutien des gens. En fait, on recevait assez souvent des messages via les réseaux sociaux, et ça s'est très ressenti, surtout à la moitié de l'expédition. On dormait dans notre campement, pas loin d'un village, et on s'est fait cambrioler cette nuit-là. Imaginez-vous, vous vous levez le matin, il n'y a plus de pagaie, plus de veste de sécurité, plus de matériel imperméable, ni matériel électronique, appareil photo, chargeur solaire, tout a disparu. Comme on le dit, on était un peu mal barré pour continuer sans pagaie. Donc là, on était vraiment témoin d'un mouvement de solidarité incroyable. Vraiment, tout s'est mis en branle, les médias, les sponsors, les magasins, les centres de kayak, si bien que moins de 24 heures plus tard,
on repartait sur le fleuve avec du matériel offert ou en prêt. Donc on était parti d'une situation, d'une rêverie autour d'un verre dans un bar, et on se retrouvait là, en plein milieu d'un grand fleuve, où on avait rassemblé une communauté entière autour d'un intérêt commun, la protection de l'environnement. Et là, c'était quand même un sentiment fort. On s'est dit, notre expédition en vaut la peine. Les gens sont pour qu'on termine, donc ça nous a vraiment motivés à avancer. Alors ce soutien, on l'a également ressenti en rencontrant des gens tout le long du voyage. Et des gens sont venus à notre rencontre, ont pris leurs vacances exprès pour nous voir. Et je me souviens d'une personne qu'on a rencontrée. On était logés sur la plage derrière son jardin. Et il ne comprenait pas pourquoi on sautait dans l'eau tous les jours, parce qu'il y avait une canicule à ce moment-là, juste pour se rafraîchir, on nageait un petit peu, puis on remontait dans nos kayaks et on avançait. Et il disait, mais enfin, vous êtes fous, l'eau elle est polluée, c'est dégueulasse, vous allez avoir des problèmes de peau, il y a des champignons qui vont vous pousser sur la peau. Enfin, imaginez sa tête quand on lui a dit que l'eau qu'il buvait tous les jours, qui sortait de son robinet, elle provenait du fleuve 15-20 km plus tôt. Vous vous rendez compte de la situation dans nos pays soi-disant développés? On prend l'eau potable comme un droit tellement acquis qu'on se fout de savoir d'où elle provient en fait. Et pour couronner le tout, alors qu'il y a des millions de personnes qui meurent chaque année dû à ce manque d'accès à l'eau potable, nous tous les jours, on chie dans l'eau potable. C'est quand même une situation qui fait réfléchir. Alors ces rencontres, elles ont été avec les hommes, mais avec tous les habitants du fleuve. On a quand même fait des rencontres exceptionnelles avec la faune qui entourait ce magnifique plan d'eau. Et on a pu découvrir des paysages également magnifiques. On a des photos vraiment exceptionnelles, on en a beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, cette présence récurrente de l'homme, partout où on allait. On voyait toujours des déchets par-ci, par-là. On s'était donné pour mission de ramasser les déchets ceux qu'on pouvait prendre sur nos kayaks quand même, parce qu'il y a quand même des gros bazars. Mais tous ces déchets qu'on a collectés durant notre expédition, on les a ramenés à un artiste, Roch Lantier. Il est spécialisé dans tout ce qui est récupération de vieux matériaux, tout ce dont on n'a plus usage. Et il fait des œuvres à partir de ça pour essayer de donner une deuxième vie à tous ces matériaux. Et il m'a envoyé une photo récemment d'une œuvre qu'il avait terminée. C'est peut-être un peu naïf. Cette œuvre s'appelle Bon Appétit, mais c'est quand même fort de sens, car ces océans, ces mers qui nous ont nourris pendant des milliers d'années, qu'est-ce qu'elles ont à nous offrir pour le futur? Alors, cette expédition nous a fait réaliser que la Terre est riche et elle regorge de trésors cachés. On n'a peut-être pas changé le cours des choses, on n'a pas arrêté la déforestation, on n'a pas sauvé l'ours polaire de la fonte des glaces, mais si on a pu changer l'une ou l'autre mentalité par-ci par-là, changer un comportement, c'est déjà une mission réussie. Et si pour changer 1000 autres comportements, 1000 autres mentalités, je dois demain traverser un désert pour le prouver, je le ferai sans hésiter. Car pour moi, chaque petit geste compte, chacun à notre niveau, on est capable de changer les choses. Alors, j'espère qu'à partir de demain, la prochaine fois que vous chierez dans l'eau potable, vous penserez à moi. Et si jamais vous vous retrouvez avec des amis à rêver de projets un peu fous, lâchez-vous, n'hésitez pas un instant, car ça risque d'être un des plus beaux voyages de votre vie. Merci.